Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Benoît Duligeon, je suis franciscain, aumônier du centre spirituel de la Carte-Dieu, également aumônier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Alors, nous sommes à la fin de la 3e année du séminaire écologie intégrale du Centre Théard de Chardin, avec 5 séminaires par année. Et notre petite équipe écologie intégrale du Centre Théard de Chardin à la Carte-Dieu, d'ailleurs que je vous permets de remercier pour la fidélité de son travail, la mise en place de 5 séminaires chaque année, a été très fidèle dans cette espèce de tableau impressionniste qu'on a voulu donner sur l'écologie intégrale avec en filigrane l'encyclique du pape François Laudato Si. Alors nous continuerons bien sûr l'an prochain. Un mot sur, je parle sur du pôle d'excellence. On attend, quand il sera terminé, 65 000 étudiants, 15 000 chercheurs, 2 grandes entités universitaires, qui est l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, avec de nombreuses grandes écoles, des centres de recherche, des entreprises de haute technologie. Et au sein de cet immense projet, une maison d'église s'appelle le Centre Théard de Chardin, qui est en projet. Les choses ont déjà bien avancé. Un projet tenu par la Compagnie de Jésus et puis les 4 diocèses de Paris, Nanterre, Versailles et Ivry. Il va permettre ce centre un partenariat assez unique entre le Centre CEF et l'Université des Jésuites à Paris, la Faculté catholique de Paris et également le Centre des Bernardins à Paris. Alors ce bâtiment devrait, sauf retard, être livré en septembre 2022. Alors si le Centre Théard de Chardin porte le nom de ce jésuite français, paléontologue, théologien, philosophe, il a été, je crois, directeur de recherche au CNRS en 1951, c'est parce qu'il a porté un regard inégalé sur l'évolution. Et comme franciscain, je suis très sensible aussi à sa théologie, qui est très proche de la théologie franciscaine de la création. Ça mériterait, je pense, d'être approfondi. Alors, notre centre Théard de Chardin veut offrir en son sein une expression libre et ouverte à des acteurs, des communautés de recherche en sciences, technologies, en sciences humaines, quelles que soient leurs origines culturelles et leurs convictions. Tisser un lien entre science et sens, en science et la foi, en explorant. Voilà ce que j'ai trouvé. En explorant les ressources de la tradition chrétienne. Et donc, il nous a paru dans notre petite équipe essentielle, en cette fin d'année, de mieux connaître Théard de Chardin, qui va nous être présenté ce soir par Bruno Dufay et Jean-Charles Cointois, et qui vont nous introduire. Je leur laisse la parole à cette introduction à la pensée de Pierre Théard de Chardin. Alors, vous avez la parole, et je vous remercie beaucoup au nom de tous les participants pour votre participation aux interventions qui vont être, j'en suis sûr, passionnantes. Merci Benoît. Je suis Bruno Dufay. Je suis membre de l'équipe qui travaille autour qui prépare l'ouverture du centre Théard de Chardin, et en même temps je suis un grand adepte et très intéressé par la pensée du Père Théard. Je suis ce soir donc je vais essayer de faire une présentation qui n'est pas une présentation d'érudit, c'est-à-dire que nous avons voulu, donc je dis nous puisque je vais partager le micro avec Jean-Charles qui va se présenter dans un instant, nous avons voulu faire quelque chose qui soit accessible, qui soit peut-être par certains côtés un peu simplificateur. Donc là, je m'en excuse par avance s'il y a des spécialistes qui nous écoutent. L'idée, c'est d'essayer de trouver une manière de présenter la pensée de Théard de Chardin qui soit assez ancrée dans l'actualité, dans les sciences, qui soit assez facile d'accès et qui permettent un peu à tout le monde de mieux la connaître et surtout de la dépoussiérer un peu, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouh là là, Théard de Chardin, c'est un vocabulaire difficile, c'est très compliqué, on n'y comprend rien du tout. » Donc il y a souvent beaucoup d'a priori comme ça, et nous avons essayé, Jean-Charles et moi, de trouver une manière d'en parler
qui soit la plus agréable, la plus accessible possible. Voilà, c'est ça le but de ce soir. Donc, on commencera par une partie plutôt tournée vers les sciences, vers l'évolution, vers le monde et son avenir. Et puis ensuite, vraiment, on essaiera de s'interroger en quoi Teilhard de Chardin est actuel aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se réfèrent à sa pensée, à tort ou à raison, parfois un peu par des raccourcis un petit peu dangereux, mais enfin, bon, on essaiera d'explorer ça. Et puis en troisième partie, nous regarderons, on essaiera de brosser un tableau de la théologie de Teilhard de Chardin. Voilà un peu notre plan. Donc je me tais et je donne la parole à Jean-Charles. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-Charles Cointeau, je suis directeur technique dans une grande société. Je m'occupe surtout de nouvelles technologies, de l'information et de la communication pour le monde des télécommunications et de la défense. Mais ce soir, je suis là en tant que membre de l'association des Amis de Teilhard de Chardin, qui a pour but de diffuser effectivement cette pensée et notamment par rapport à notre actualité. Donc, avant de commencer, j'irai dans le vif du sujet de la pensée proprement dite de Teilhard de Chardin. Bruno, pourrais-tu un petit peu nous présenter brièvement sa vie, mais aussi en fait ce qui l'a motivé dans le développement et dans l'expression de sa pensée? Alors, première chose à dire, c'est que c'est quelqu'un qui est né au 19e siècle, en 1881, donc ça commence à faire pas mal de temps, en province, dans une famille bourgeoise, classique, catholique, à Orsine, dans le Puy-de-Dôme. En fait, la première chose qu'il faut tout de suite signaler, c'est qu'on sent que cette personne avait des facultés intellectuelles très bonnes, et on a le sentiment que voilà, il fait d'abord une licence de lettres. D'ailleurs, il a beaucoup écrit dans sa vie, donc forcément, on se dit ça vient pas de nulle part. Il y a déjà cette corde littéraire, et puis très vite, il se rend compte que finalement, ce sont plutôt les sciences qui le passionnent, et donc il devient professeur de physique au collège jésuite de la Sainte Famille au Caire. Et puis ensuite, la théologie, bien entendu, puisqu'il est ordonné prêtre en 1911. Mais vous voyez, déjà dans cette première partie de vie, il est littéraire, il est scientifique, il est théologien. Il vit en France, il vit en Angleterre, il vit en Égypte. Bon, déjà, on voit ses facultés intellectuelles et ce goût pour les pays étrangers, pour les cultures diverses. Donc, voilà pour la première partie. Après, je pense à un événement capital dans sa vie, c'est ce stage au Muséum d'histoire naturelle entre 1912 et 1914, où l'étude des fossiles lui fait réaliser que l'évolution est un mécanisme profond qui en fait est peut-être le phénomène principal autour duquel il faut étudier la nature, il faut étudier le monde. Donc je pense que là, on a une première prise de conscience, vous voyez, très tôt, 1912, 1914, puis ensuite, Première Guerre mondiale. Et c'est important aussi de voir qu'il a été mobilisé pendant la Première Guerre. Il a voulu être brancardier. Il aurait pu être aumônier. Il a préféré être brancardier pour être le plus près possible des soldats, des gens au front. Voilà. Ensuite, doctorat de sciences naturelles. Voilà, il continue après la guerre, il revient et il poursuit ses études jusqu'au doctorat.
Et ensuite, eh bien, il reprend ses pérégrinations, je dirais, internationales et beaucoup en Asie. Il a été l'un des premiers à étudier la Chine, la géologie de la Chine, puis les fossiles. Il a découvert le premier synanthrope. Donc tout ça, ce sont je dirais des réussites au plan strictement scientifique qui l'ont fait connaître à cette époque-là déjà, et à ce point que il est demandé pour être le géologue officiel de la croisière jaune de Citroën. Donc, vous savez, cette aventure incroyable qui consistait à aller en voiture, des voitures à chenilles, mais quand même des voitures de Paris à Pékin, donc quelque chose qui s'était absolument jamais fait. Et donc, une notoriété qui est véritablement d'ordre scientifique avec les découvertes qu'il avait faites en Chine en particulier. Après, il a eu, je dirais, une vie d'essayiste, scientifique, théologien, spirituel, mystique. Donc, il a énormément écrit de livres, d'essais, de lettres, etc. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir lire toute cette littérature dans un style très, très chouette. Je le disais tout à l'heure, il est très, très littéraire, donc un style très, très intéressant. Et même si au début, il faut s'habituer un peu au vocabulaire, qui est quand même très, très agréable à lire. Et puis voilà, donc il meurt à New York en 1955. Voilà, donc je dirais qu'il y a peut-être un tout petit peu insister sur ces deux événements. Alors, l'événement marquant au plan scientifique, c'est ce stage au Muséum d'histoire naturelle, mais au plan humain, je crois que ces deux périodes, 1914-1918, la Première Guerre mondiale, évidemment, très marquante pour tout le monde sûrement, et je pense que lui, avec cette grande sensibilité et cette vie au front où il a travaillé comme brancardier, je le disais, je pense que ça a été une grande interrogation dans sa vie, qui est de se dire, oui, alors pourquoi une telle guerre, pourquoi tant de morts, pourquoi tant de souffrances? Donc beaucoup d'interrogations, évidemment, qui se posaient au moment de cette épreuve qu'est la Première Guerre mondiale. Ensuite, je reviens un tout petit peu sur la mission Citroën, parce que finalement, là aussi, c'est extrêmement structurant, je crois, pour la suite de son évolution spirituelle, parce que finalement, ils ont traversé des contrées complètement sauvages ou complètement inhabitées. Ils ont connu évidemment de grandes difficultés. Pour passer certains cols, il fallait démonter les voitures, passer le col à pied avec les pièces et remonter les voitures à chenilles de l'autre côté du col. Ils ont eu tout un tas d'ennuis diplomatiques parce que certains pays ne voulaient pas voir des engins de ce genre les traverser. Et en même temps, tout ce dénuement, cette spiritualité face à la nature et dans sa version, je dirais, la plus naturelle, la plus primaire. Et je crois que cette aventure pendant la mission Citroën a énormément fait évoluer sa spiritualité et il a écrit des textes magnifiques dont on parlera à la fin pour la bibliographie au cours de cette mission. Et voilà pourquoi je pense que c'était assez structurant. Donc, merci. Donc, Teilhard était un paléontologue renommé. L'évolution est au cœur de sa pensée, au cœur de son travail, je dirais. Il a d'ailleurs écrit ce qu'on appelle le credo, je crois que l'univers est évolution. Donc, mais qu'est-ce que Teilhard,
qu'est-ce qu'on doit comprendre, je dirais, pour Teilhard de l'évolution, puisque est-ce que c'est une théorie comme le darwinisme, Bergson, Lamarck, ou est-ce que c'est vraiment une vision totalement différente de l'évolution, en fait? Et puis tout nous en parler. Oui, je crois que, alors, la première chose, c'est qu'effectivement, pour lui, l'évolution est centrale, comme je disais, l'univers est évolution. Donc, l'idée d'évolution est beaucoup plus importante, englobante qu'une simple théorie, enfin simple, excusez, c'est pas simple, mais ce n'est pas une simple théorie, quoi, comme celle de Darwin, par exemple. Donc, il élargit finalement sa pensée de l'évolution, évidemment au monde, mais également aux civilisations, aux sociétés humaines. On verra que donc il pousse extrêmement loin l'idée d'évolution qui est tout à fait centrale dans sa pensée. Alors, simplement, il faut faire un tout petit retour arrière, c'est qu'il y a une chose que je n'ai pas dite dans cette période de sa vie, c'est que c'était en même temps l'effervescence au plan scientifique. On a parlé de la théorie de l'évolution de Darwin, 1859, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les découvertes de Planck sur les quantas, et puis après, évidemment, tout le développement de la physique quantique. Il y a la théorie de la relativité d'Einstein en 1915, et puis celle du Big Bang avec l'abbé Lemaître en 1927. Donc, vous voyez, c'est l'effervescence sur le plan scientifique, intellectuel, et Teilhard était dedans, parce qu'en tant que scientifique, paléontologue, au Muséum d'histoire naturelle, etc., donc au courant de tout ça. Et dans ses écrits, on se rend bien compte qu'il connaît toutes ces théories très bien, et donc il y a des communications avec ces différentes personnes, il y a des lettres qui sont échangées, alors pas avec Darwin, évidemment, hein, c'est le 19e siècle. Mais enfin, entre toutes ces personnalités du 20e siècle et toute cette effervescence entre le début du siècle et jusqu'aux années 1950, il y a énormément de communication, de réflexion entre tout le monde. Donc ça c'est quelque chose également qui est marquante dans sa vie. Et en ce qui concerne les théories proprement dites, alors voilà, ça y est, il veut bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Teilhard n'est pas darwiniste, puisque dans la théorie de l'évolution, selon Darwin, finalement, le hasard fait un certain nombre de mutations qui font que des êtres vivants apparaissent un peu différents, sont ensuite sélectionnés par l'environnement. Et donc, le darwinisme a quelque chose d'intéressant qui est effectivement l'évolution, mais qui repose essentiellement sur le hasard des mutations génétiques. Pour Lamarck, c'est aussi l'évolution, donc très intéressant. Toujours pour Teilhard, cette notion d'évolution est centrale, mais là, pour Lamarck, c'est plutôt l'organe se crée en fonction de la fonction. C'est-à-dire que la girafe a un grand cou parce qu'elle a dû manger des feuilles tout en haut des arbres. Donc, c'est là qu'on a aussi uniquement, finalement, comme force motrice de l'évolution, les nécessités liées à l'environnement dans lequel on vit. Donc, ce n'est pas non plus satisfaisant pour Teilhard. Ensuite, l'idée qui est aussi très ancienne, l'idée du dessin intelligent, c'est aussi de l'évolution, bien entendu, mais là, l'évolution est finalement guidée par Dieu, par une puissance créatrice qui, au fur et à mesure de l'évolution, va donner des petits coups de pouce pour que ça aille dans le bon sens, va donner des éléments pour que
les choses évoluent vers les organes vivants, vers les êtres supérieurs et en particulier vers la personne humaine. Donc, le dessin intelligent n'est pas non plus satisfaisant pour Teilhard parce que dans son travail sur les fossiles, il a du mal à penser que Dieu était là pour donner les petits coups de pouce à l'évolution à tous les moments, depuis le début jusqu'à l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, il n'est pas non plus fixiste au sens que le créationniste qui pense, qui lit la Genèse de manière littérale n'est évidemment pas en ligne avec la notion d'évolution. Donc, pour Teilhard, il y a à chercher quelque chose de nouveau, ni darwiniste, ni lamarckien, ni dessin intelligent, ni créationniste. Et donc, la voie nouvelle qu'il propose, c'est de dire que Dieu est créateur au sens qu'il a initié les choses, il a initié au Big Bang déjà avec les bonnes constantes de la physique pour que le monde puisse évoluer à partir du Big Bang, puis ensuite un certain nombre de lois, un certain nombre d'éléments sont inscrits finalement dans la nature pour que les choses évoluent d'une certaine manière, et cette manière, pas n'importe laquelle, pas seulement par le hasard, parce que donc l'idée c'est Dieu ne fait pas, mais il fait se faire. Donc il a mis en place les mécanismes et les conditions initiales pour que l'évolution puisse se dérouler jusqu'à l'être humain. Donc voilà l'idée nouvelle qu'il propose. Et cette idée de Dieu ne fait pas, il fait se faire, est quelque chose qui est assez délicate parce que certains ont pu dire « Ah ben oui, mais vous êtes un déiste, ça veut dire que Dieu a fait le monde et puis après, il s'est retiré, il ne s'est plus occupé de rien. » Et ce n'est pas ça, hein, c'est que en fait, Dieu va pas agir sur l'évolution comme on pourrait le penser avec le dessin intelligent. Hein. Dieu va laisser l'évolution se faire, mais évidemment, ce qui l'intéresse et son intervention, c'est le cœur de l'homme. C'est pas sa morphologie et sa biologie. Voilà. Donc, l'idée est très nouvelle pour l'époque. Certaines personnes vont évidemment la rejeter. Il y aura beaucoup de polémiques là autour. Mais pourquoi cela? Parce qu'en fait, ça rejoint ces observations, encore une fois, de paléontologues, l'étude des fossiles. Et il se dit, ben voilà, ce foisonnement de vie qu'on voit avec de multiples espèces qui apparaissent, puis qui disparaissent, ces adaptations du vivant à son environnement, tout ça sont absolument nécessaires pour que la diversité puisse exister, pour que les êtres vivants soient bien adaptés et soient performants par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent, et également pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait toutes en fait les caractéristiques, le propre de l'homme puissent advenir. Voilà, donc, si on veut que l'homme soit, avec son niveau de créativité, son niveau de liberté aujourd'hui, on ne peut pas, comme le dessin intelligent, tout téléguider de A à Z, parce qu'au bout de la chaîne, il ne serait pas libre. Donc, c'est ça l'idée, je crois, qui est, pour cette époque, assez révolutionnaire, c'est de dire que Dieu a fixé les conditions initiales, a fixé les mécanismes finalement qui régissent l'évolution, et puis a laissé faire les choses de façon à ce que les êtres vivants, et en particulier l'être humain, soient parfaitement adaptés à son environnement et capables de créativité et de liberté. Donc effectivement, tu vas nous parler peut-être de la complexification des différents infinis et en particulier de l'infiniment complexe. C'est très important dans la théorie de Teilhard de Chardin
ou qui effectivement voit la complexification qui part de l'atome à la cellule, qui va jusqu'au cerveau humain, avec ses 100 milliards de neurones, duquel émerge, je dirais, la conscience réfléchie, qui d'ailleurs, la particularité de sa vision de l'évolution, c'est qu'on passe du matériel au spirituel, mais avec l'esprit humain n'a pas tellement changé depuis. Donc, est-ce que ça veut dire que cette loi de complexification, d'évolution s'est arrêtée, ou est-ce qu'il faut la chercher ailleurs maintenant? Oui, oui, oui. Alors, donc effectivement, dans l'évolution, Teilhard repère qu'il y a deux grands mécanismes. L'infiniment petit, les particules élémentaires, qui, juste après le Big Bang, ont commencé à s'agréger pour faire des atomes, puis créer des nuages, lesquels nuages deviennent des astres, et puis ensuite des planètes, des galaxies, etc. Donc en fait, on a une première évolution du monde qui part du Big Bang, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, qui est l'univers qui est en expansion et qui continue à l'être. Donc ça, c'est une première chose que tout le monde, sur laquelle tout le monde est bien d'accord. Et à l'école, on apprend qu'il y a l'infiniment petit, qu'il y a l'infiniment grand, et puis c'est tout. Teilhard apporte une idée nouvelle qui est de dire, oui, mais si on regarde les choses, on voit qu'il y a aussi une complexification. Donc, il y a peut-être un troisième infini qui est l'infiniment complexe. Et cette loi de la complexification, elle provient du fait que on voit bien que le cerveau humain, effectivement, c'est 100 milliards de neurones, et je crois qu'il y a environ 7000 synapses, 7000 connexions par neurone. Donc, tout ça donne des chiffres absolument énormes, et le cerveau humain est d'une complexité qu'on n'a jamais égalée. Donc, en fait, l'idée, et je peux vous montrer ce petit schéma qui décrit assez bien les choses, c'est que d'un côté, vous voyez, l'infiniment petit, les corpuscules, les particules élémentaires ont donné un jour des molécules, puis des cellules, puis le système humain, etc. Et voilà, on arrive de cette manière de l'infiniment petit à l'infiniment complexe, alors que de l'autre côté, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Vous voyez? Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous savez très bien que l'univers est en expansion et que c'est l'entropie qui régit les lois de la physique, de l'évolution des corps. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tout corps chaud deviendra froid et toute énergie va finir par disparaître. C'est l'entropie qui fait que notre univers, s'il a été infiniment chaud avec le Big Bang au départ et infiniment dense, eh bien, il le devient de moins en moins au cours de son évolution vers l'infiniment grand. Donc, on se refroidit, on pourrait dire, hein, et on perd en densité quand on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors que de l'autre côté, il y a quelque chose qui est troublant, si vous voulez, c'est de se dire que de l'infiniment petit, on passe à l'infiniment complexe, et là, c'est exactement l'inverse. C'est qu'au contraire, on est dans une entropie négative, donc on appelle ça la négantropie, et c'est là que la complexification se fait à chaque étape. Et Teilhard a bien remarqué dans les phénomènes de cristallisation, dans les phénomènes de rattroupement de certaines molécules, il y a des phénomènes extrêmement troublants de ce genre qui font qu'on se rend compte que les corpuscules élémentaires, hein, des particules, on pourrait dire, de molécules de la vie, hein, par exemple des morceaux d'ARN, des morceaux d'ADN, etc., eh bien, tous ces éléments ont tendance à se rassembler, ont tendance à faire des corps plus complexes, et ainsi à chaque étape.
Et comment une molécule peut se créer et comment une cellule peut se créer. On sait décrire aujourd'hui scientifiquement qu'il y a ces phénomènes où on se rend compte que d'étape en étape, au lieu de voir une pure entropie, ça voudrait dire que tout se disperse et tout se refroidit, et bien là c'est un peu l'inverse, c'est qu'on voit que les choses se rassemblent, s'unifient et se complexifient. Voilà. Donc il y a ces deux processus évolutifs qui sont de nature différente et qu'on peut observer dans la nature. Alors, évidemment, je ne sais pas si Teilhard a été le premier à montrer ce phénomène de complexification, mais je pense qu'il l'a très bien décrit et il a été sans doute un des premiers à montrer que ce n'est pas seulement des corpuscules passés à des molécules, puis à des cellules, puis à des êtres vivants, mais que ceci se poursuit jusqu'au cerveau humain qui arrive au niveau le plus avancé de l'évolution d'aujourd'hui, qui est la pensée réfléchie, celle que nous connaissons en ce moment. Alors, Jean-Charles a posé une autre question en disant oui, mais voilà, est-ce que tout ça s'arrête? Vous voyez, en fait, on pourrait se dire, est-ce que ce schéma, bon, j'ai mis 4 niveaux, est-ce que voilà, on est arrivé au système humain et on est arrivé au maximum de l'évolution et on arrête et les choses se sont arrêtées. Alors, première manière de répondre, c'est que beaucoup de scientifiques aujourd'hui pensent qu'effectivement l'évolution s'arrête au sens morphologique, biologique du terme, parce que l'homme contrôle suffisamment son environnement. Et par les systèmes de santé, par les conforts de vie qu'on apporte, par les modes de vie et les technologies qu'on a développées, finalement, l'évolution de l'être humain au sens biologique et morphologique pourrait s'arrêter. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez communément admis dans les sphères scientifiques. Deuxième manière de dire, non, d'autres pensent que pas du tout, les choses continuent à évoluer, tout évolue, donc il n'y a aucune raison, et que ces forces évolutives sont beaucoup plus puissantes que nos sciences, que nos technologies, etc. Et donc que les choses vont se poursuivre. Alors, c'est un peu, ça rejoint les idées d'évolution créatrice que on connaît chez Bergson, par exemple, donc c'est quand même très ancien, ces idées-là, qui est de dire, mais non, en fait, en permanence, il y a création, donc il y a évolution, il y a création et évolution, et le phénomène n'a aucune raison de s'arrêter à un moment. Donc ça, c'est la deuxième pensée. Et Teilhard apporte une troisième idée, qui est de dire, eh bien, voilà. Eh bien, en fait, non, l'évolution ne s'arrête pas, elle continue, mais elle change de nature. Donc, il ne s'agit plus d'une évolution morphologique, mais il s'agit maintenant d'évoluer pour l'être humain, d'évoluer vers une forme de sagesse, vers une spiritualité. Et donc voilà, on est là aussi avec une idée originale qui est de dire que cette évolution est toujours d'actualité, mais elle est en train de changer de nature. On est en train d'être dans un moment où la biologie, la morphologie vont s'arrêter et on va passer à quelque chose qui ressemble à une évolution des consciences, de la sagesse, des cultures, vers une spiritualité, vers une communion. Et donc, dans l'esprit de Teilhard, eh bien, c'est ce processus qui doit conduire à une certaine unification de l'humanité.
Voilà un peu sa vision n'est pas seulement, vous voyez, une vision strictement de l'évolution, comme je le disais tout à l'heure, la théorie de l'évolution selon Darwin, selon Lamarck, selon ceci, selon cela, mais ça déborde largement la théorie strictement scientifique pour se projeter vers le futur en se disant, ben non, il ne faut pas s'arrêter et il ne faut pas simplement observer ce qu'on a sous les yeux, mais il faut essayer de prolonger le trait. Et Teilhard donc a apporté une contribution majeure dans cette idée d'évolution qui ne s'arrête pas, mais qui change de nature et qui va évoluer vers une conscience planétaire, pour le dire de cette manière-là. C'est l'idée donc de noosphère, qui est un mot du jargon de Teilhard. Et cette noosphère, eh bien c'est ça, c'est cette enveloppe de conscience qui va progressivement se construire au-dessus de la biosphère. La biosphère, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est nous autres, tout le monde animal qui forme une couche sur la Terre. Et la couche au-dessus de la biosphère serait donc, pour Teilhard, la noosphère, qui correspond à une montée en conscience collective de l'humanité tout entière, pour créer donc cette couche supplémentaire au-dessus de la biosphère. Donc, c'est là qu'on quitte je dirais, le strict scientifique, hein. On est passé à plutôt une vue prospective ou de vision de l'avenir, lointain, évidemment, hein. Il ne s'agit pas d'un avenir court terme, mais carrément, on est dans le long terme, puisqu'on sait très bien que pour que cette conscience collective, cette conscience de l'humanité se crée au-dessus de la biosphère, c'est quelque chose qui peut mettre encore des millénaires, hein. Donc, l'idée de Teilhard et la vision ultime, c'est que je parlais d'unification. Eh bien, cette unification vers une conscience collective et une conscience unifiée de l'humanité nous ferait, nous, au sens collectif humanité, nous ferait rejoindre le point oméga, qui est un petit peu ce point de convergence de l'ensemble de l'humanité lorsqu'elle aura réussi cette unification et cette communion et cette conscience collective. Voilà l'idée. Jean-Charles, je suis allé peut-être un peu plus vite que tu ne souhaitais. Voilà l'idée très rapidement dit, hein, et très vulgarisée, c'était notre but, de la vision qu'il a de l'évolution, puis ensuite de cette prolongation vers un futur éloigné, vers le point oméga. Merci. Écoute, je propose qu'on fasse une première pause, peut-être par rapport à, je dirais, cette première partie qui est la pensée elle-même, avant de passer à l'actualité de la pensée et peut-être au côté théologique, je dirais, de Teilhard. Y a-t-il des questions? En fait, alors j'ai vu passer sur le chat, en fait, Patrick Farfal, en fait, qui faisait un commentaire en fait sur l'évolution et sur le côté Teilhard a la notion de l'infaillibilité statistique de cette évolution, à savoir qu'effectivement, quoi qu'il arrive, même un billet de loterie, il prend l'exemple du billet de loterie, un billet de loterie, même si la probabilité est très 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 faible, un jour il sortira. C'est la définition des statistiques, c'est qu'un jour ça va arriver. Donc voilà. Est-ce que ça... Alors peut-être que M. Patrick Farfal veut un petit peu commenter en fait son propre message ou... Oui, puisque vous m'en donnez l'occasion, simplement, on voit souvent
chez Teilhard, dans plusieurs de ses articles, plusieurs de ses, enfin pas de ses livres, mais des recueils, on voit souvent cette notion d'infaillibilité statistique qui est plus intuitée chez lui. Il la fait sentir plutôt qu'il ne l'explique. Et elle est très bien expliquée, comme je le disais dans mon commentaire, par Christian de Duve, qui dit que même un billet de loterie qui a une chance sur 10 millions de sortir, va finir par sortir avec une très forte probabilité, si on fait un nombre suffisant de tirages. Et donc, dans mon commentaire, je donnais l'exemple d'un tirage par jour. 69 millions de tirages, ça représente 189 000 ans. C'est énorme à l'échelle humaine, mais c'est rien à côté de l'échelle, à côté de la vie de la Terre. Donc, c'est cette notion d'infaillibilité statistique qui revient très souvent me paraît extrêmement intéressante pour expliquer, en liaison avec justement Dieu ne fait pas les choses, il les fait se faire, etc. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire. Oui, merci beaucoup. J'avais envie de faire un deuxième commentaire qui est de dire que, bon, pour les scientifiques qui ne sont pas dans l'esprit de Teilhard de Chardin, ni dans l'esprit du dessin intelligent, ils cherchent effectivement à montrer que le hasard est bien suffisant pour qu'on arrive à une évolution qui mène à l'être humain avec la pensée réfléchie. Et néanmoins, quand on voit un peu la précision avec laquelle les constantes de la physique existent, il y a quand même des gens qui doutent en disant mais bon, c'est absolument extraordinaire qu'il y ait tant de constantes qui soient si précisément fixées pour expliquer que les choses aient pu évoluer jusqu'à nous. Alors, la réponse que certains donnent, c'est la notion de multivers ou multi-univers, de dire qu'en fait, nous avons l'impression de vivre dans un univers, parce qu'on est à l'intérieur de cet univers, mais qu'on peut imaginer qu'il existe une multitude d'univers. Et à ce moment-là, s'il y a une multitude d'univers, il y a une multitude de possibilités de constantes initiales et donc il est fort possible que des tas d'univers n'aient pas, entre guillemets, permis l'évolution jusqu'à nous, jusqu'à l'être humain, ou que d'autres ont donné des évolutions différentes vers d'autres formes de vie. Et donc, on peut arriver à obtenir le bon ticket de la loterie parce que également on a une multitude d'univers. Si je peux ajouter un commentaire, s'il vous plaît, le mathématicien René Thom, médaille Fields, a écrit un livre a écrit un article qui s'appelle Halte au hasard, silence au bruit, dans lequel il dit que le hasard c'est le Dieu des athées qui permet, comme Jacques Monod par exemple, Jacques Monod était athée, il a écrit Le hasard et la nécessité, et il considère que le hasard, puisque vous reveniez sur le hasard, le hasard est le Dieu de ces gens-là. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres volonté d'intervenir? Bien, écoute, Bruno. Alors, je voudrais juste, comme il n'y a pas, je voulais faire quand même un commentaire de plus. C'est de dire que, bon, vous voyez, j'ai ici récapitulé les 6 mots-clés importants qui pourraient résumer, si je puis dire, cette première partie de la pensée de Teilhard. Donc, évolution, on a vu, complexification, on l'a vu, mais il y a une chose sur laquelle j'ai sauté un peu vite, c'est la notion de conscience et de spiritualisation. C'est-à-dire que dans l'idée de Teilhard,
il y a un germe de conscience déjà dans la matière et qu'en fait, ce germe se développe et donc la conscience n'est pas arrivée à un moment donné comme ça dans quelques cerveaux qui se sont développés suffisamment, humains ou animaux, mais la conscience était en germe déjà au départ. Donc Dieu ne fait pas, mais il fait se faire. Ça veut dire que les choses étaient en germe au départ, et c'est au cours de cette complexification, chaque fois qu'on passe à une étape de complexification supérieure, il y a une étape de spiritualisation supérieure. C'est-à-dire que la conscience se développe, on pourrait dire, et on a ainsi l'esprit et la matière qui se complexifient progressivement et qui se spiritualisent au cours de cette longue évolution que nous avons connue. Voilà, donc ça, j'avais sauté un peu vite sur cette idée-là. C'est pour ça que j'ai mis ce mot de spiritualisation. Bon, il est un peu bizarre, mais voilà, c'est pour dire cette montée graduelle, progressive de la spiritualité au cours de l'évolution. Bonjour, je suis Michel. Je suis un petit peu dérouté par le temps qu'on prend pour parler du hasard, ce qui ne me semble pas l'aspect le plus intéressant de l'évolution. Bon, on ne va pas passer trop de temps sur le hasard, hein, c'est tout, on arrête. D'ailleurs, vous voyez bien qu'en fait, la pensée de Teilhard, elle a quelque chose de l'ordre du… donc, elle ne fait pas confiance au hasard, on l'a dit. Elle est finaliste au sens que l'évolution va quelque part. Hein, donc, elle va vers cette constitution de la noosphère et qui conduit au point oméga. Donc, on va quelque part. Et c'est là où il y a aussi une grosse différence avec les différents théoriciens qui font confiance au hasard, c'est que pour eux, on va nulle part, finalement. Donc là aussi, il y a une grande rupture, il y a une grande différence de vue entre la vue finaliste et la vue strictement basée sur le hasard. Oui, je pense que ce soir, effectivement, Teilhard, en tout cas, n'était pas sur cette vue du hasard, clairement. Et il y a une autre question qui est arrivée, en fait, sur existe-t-il une école Teilhard? Alors, on a parlé effectivement de finalement de la pensée scientifique de Teilhard ou sur l'évolution. Est-ce que il y a des scientifiques d'aujourd'hui qui la partagent? Est-ce qu'elle est marginale ou pas? Mais il y a aussi une question qui nous est posée par Éric Chambriard, qui nous demande est-ce qu'il existe une école, c'est-à-dire des philosophes qui partageraient les idées de Teilhard. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui partagent ces idées, mais qui développent aussi ces idées. Alors est-ce que tu veux nous en parler, Bruno? Alors, je peux déjà peut-être répondre à la première partie de la question concernant les scientifiques. Alors, bon, la majorité des scientifiques aujourd'hui ne sont pas dans la vue de Teilhard de Chardin. La majorité est matérialiste et ne voit pas de finalité dans l'évolution que nous constatons. Mais malgré tout, il en existe quelques-uns. Hein. Là, il y a un scientifique qui est assez connu qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, qui est assez connu justement pour ses positions, je dirais, finalistes. Hein. Il dit, j'avais retrouvé un article, il dit « Je crois à la nécessité de l'univers ». Hein, c'est-à-dire qu'il y a pour lui une nécessité à ce que les choses évoluent et évoluent de la manière dont on peut les constater. Ce n'est pas que le fruit du hasard. Il y a quelque part une finalité. Bon, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui sont proches des idées de Teilhard. Ça c'est certain, mais ils sont une minorité aujourd'hui. Après, en ce qui concerne la philosophie ou les intellectuels qui s'intéresseraient
aux idées de Teilhard, oui, alors il en existe. Pour le meilleur et pour le pire, on verra tout à l'heure avec les transhumanistes. Oui, c'est-à-dire que je l'entends plus rien. Tout d'un coup, je ne vois ni je vois ni je n'entends. Je ne sais plus quoi faire. Vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, évidemment, il y a beaucoup de travaux autour des idées de Teilhard de Chardin, des travaux. J'entends bien, hein? Ben oui, mais alors ce n'est pas. Ça interfère avec l'orateur. Ah, mais peut-être que c'est là. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de la pensée de Teilhard de Chardin, des philosophes, des intellectuels, et je pense que c'est même très vivace. La preuve, hein, l'association des amis de Teilhard de Chardin, j'allais le dire, en fait, s'il n'y a pas d'école établie, il y a au moins des gens, bien sûr, qui s'intéressent à cette pensée et qui essayent justement pas de la diffuser, et Teilhard lui-même proposait sa pensée comme quelque chose qui peut nous aider, mais ne se proposait pas d'être, je dirais, un maître qui demande de partager sa pensée. C'était plutôt, il donnait je dirais, des clés de compréhension, il propose des clés de compréhension pour le phénomène qui nous intéresse tous, c'est d'où on vient, où on va. Voilà. Il y avait peut-être une dernière question, mais alors on va peut-être la traiter un peu plus tard. C'est Benoît Dubigeon qui nous dit, est-ce sur cette conception de l'évolution qu'il a été soupçonné par l'Église catholique? Alors peut-être que c'est un sujet qu'on peut traiter un tout petit peu plus tard, Bruno. Oui, tout à fait. On ne va pas oublier ce sujet, mais effectivement, on en parle à la troisième partie, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on peut peut-être effectivement passer maintenant. Alors, on a commencé à l'évoquer, l'actualité finalement de la pensée de Teilhard. Donc, pensée, tu nous le rappelais, qui a été finalement, je dirais, conçue, formulée au début du siècle dernier, en une grande partie aussi pendant le premier conflit mondial, en fait, qui était très important pour Teilhard. Cette pensée, on y retrouve des éléments, alors tu en as parlé de certains, la noosphère, qui nous fait beaucoup penser à l'Internet, ou en tout cas, on peut se dire, tiens, l'Internet, est-ce que c'est la noosphère? C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, l'Internet est peut-être effectivement un des médias de la noosphère. Tu as parlé de transhumanisme. Alors, Teilhard n'était certainement pas transhumaniste, mais effectivement, il a aussi réfléchi à peut-être l'homme de demain, le post-humain, ou l'homme, je dirais effectivement, de l'évolution future. Donc, est-ce que finalement, c'était un visionnaire? Et finalement, en quoi cette pensée peut-elle nous aider à éclairer en fait les problèmes d'aujourd'hui et pourquoi pas nous redonner un petit peu, je dirais, confiance, nous redonner espoir dans effectivement l'évolution? Oui, alors voilà, c'est ce qui est intéressant. Déjà, si vous avez lu des articles sur Internet, sur le numérique en général, pas mal de gens dans ces domaines, les patrons des grosses boîtes californiennes, des gourous, des grands pontes dans ces domaines, parlent de Teilhard de Chardin. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à remarquer parce que tout simplement, ils disent une chose, c'est que nos systèmes Internet, les systèmes de communication numérique, le réseau mondial qui s'est construit sur la planète, c'est le début de la noosphère. Alors, pour un certain nombre, c'est assez pratique d'aller chercher Teilhard de Chardin pour entre guillemets, s'acheter une certaine légitimité ou une bonne conscience, hein, en disant, vous voyez, on est sur le bon chemin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de construire la noosphère de Teilhard de Chardin. Donc, tout ce qu'on fait est bien. Voilà. C'est un peu dans cet esprit que les gens font le lien entre leurs travaux sur le numérique et Internet et la noosphère. Alors, en fait,
Évidemment, oui, il y a un lien. Incontestablement, le fait qu'il y ait cette communication numérique entre tous les humains sur tous les continents, on peut dire que l'infrastructure de communication, c'est un peu, on pourrait dire, l'infrastructure de la future noosphère que Teilhard avait pensé. Donc oui, il y a un lien à ce niveau-là. Il y a également un lien, quand vous regardez l'exemple de Wikipédia, je trouve extrêmement intéressant, puisqu'on est en train de le construire. Il se construit en fait tous les jours avec nous tous ceux qui veulent bien contribuer. Il se construit l'encyclopédie universelle, mondiale, qui regroupe ou qui regroupera progressivement toutes les connaissances de l'humanité. Donc ça, c'est tout de même phénoménal. Et les encyclopédies qu'on a connues, l'Encyclopédia Universalis ou autres, etc., sont complètement enfoncées par Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est de l'intelligence collective, c'est de la contribution de tous les humains, de tous ceux qui veulent en tout cas, et on met ensemble une quantité de connaissances qui ne s'était jamais produit dans le passé, évidemment. Donc, oui, il y a des liens, l'infrastructure, des initiatives comme Wikipédia, mais non, on ne peut pas faire le lien direct et assimiler le numérique, Internet et tout ce qui se passe avec les technos, l'assimiler ça à la construction de la noosphère selon Teilhard de Chardin. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour Teilhard de Chardin, la noosphère, ce n'est pas juste des câbles, ce n'est pas juste des données numériques qui sont échangées, c'est une construction, c'est l'élaboration d'une conscience collective. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que les infrastructures et toutes les données numériques qu'on pourra stocker dans nos serveurs. Donc cette conscience collective n'est pas du tout à l'ordre du jour, elle n'est même pas pensée par les intellectuels du numérique. Les intellectuels du numérique s'en fichent pas mal. Ils cherchent à faire leur profit, à développer leurs entreprises. Et l'esprit collectif ou la préservation, le respect des individualités, de l'humain, etc., n'est pas leur préoccupation. Or, évidemment, dans l'esprit de Teilhard de Chardin, évolution vers la noosphère, construction de la noosphère veut dire évolution en sagesse, évolution en humanité. Donc c'est le phénomène d'humanisation qu'il faut poursuivre pour atteindre ce niveau de noosphère. Et on sait très bien que le numérique n'est pas l'outil qui respecte l'humain tant que cela. On sait toutes les dérives et toutes les possibilités de manipulation que le numérique peut offrir. Voilà, donc ça c'était pour donner quelques éléments sur ce lien entre numérique et noosphère. Eh bien, de la même manière, les transhumanistes parlent de Teilhard de Chardin fréquemment. Alors, c'est quand même, là, c'est un peu délicat parce que les transhumanistes qui veulent transformer, selon le mot, transformer l'humain pour évidemment lui donner des performances supplémentaires et également pour éradiquer tous les problèmes de l'humanité. Il y a toujours une intention qui est plutôt humanitaire, humaniste chez les transhumanistes, mais les moyens qu'ils vont employer, c'est tout moyen technologique, scientifique possible pour transformer l'humain. Et même si au bout de la chaîne, on n'a plus du tout d'humain, on n'a plus que des systèmes artificiels, eh ben, ce n'est pas très grave parce que finalement, l'humain n'a été qu'une petite période dans l'évolution. Et puis, bon, ben voilà, il a fait son temps et vont arriver après l'humain des êtres artificiels qui seront beaucoup plus respectueux de la nature et qui géreront la planète bien mieux que l'humain ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui.
Donc, pour le transhumaniste, aller chercher Teilhard de Chardin, là, c'est vraiment pour s'acheter quand même une bonne conscience et pour faire des liens sur le côté évolutif. Bon, on est d'accord, tous les deux, transhumanistes et Teilhard de Chardin, réfléchissent à l'avenir lointain de l'humanité. Tous les deux ont une foi en le progrès, c'est-à-dire que les transhumanistes, comme Teilhard de Chardin, voient le progrès scientifique comme un peu le moteur de cette évolution. Mais là où il y a absolument opposition entre la pensée transhumaniste et la pensée de Teilhard de Chardin, c'est que pour les transhumanistes, l'humain n'est qu'une période finalement dans l'histoire de la Terre. Il peut très bien disparaître et c'est pas si grave. Alors que pour Teilhard, eh bien, si l'humain n'est plus un humain tout à fait, eh bien, toute l'histoire perd complètement de son sens, puisque toute cette histoire, toute cette évolution qui conduit au point oméga ne peut se faire qu'avec des humains, ne peut pas se faire avec des machines. Alors c'est pour ça qu'il y a un mot qui est là, tu parlais de vision, de visionnaire, Jean-Charles, ben oui, on est… je trouve quand Teilhard a utilisé ce mot de ultra-humain, il résonne quand même très fort aujourd'hui dans notre actualité, parce que voilà, on parle de post-humain, on parle de surhumain, on parle de transhumain, et Teilhard a parlé de ultra-humain. Et je trouve que le mot est très bien trouvé pour dire que oui, on a eu une évolution jusqu'à aujourd'hui, cette évolution va se poursuivre, mais va se poursuivre dans le sens de plus d'humain, devenir plus humain, au sens plus humaniste, devenir encore plus sensible à notre humanité, à notre planète, à notre conscience collective. Et donc là, on voit bien qu'on tranche complètement avec la pensée transhumaniste de Kurzweil et autres spécialistes de ces domaines-là. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, toujours dans l'esprit visionnaire. Je pense qu'on peut dire que Teilhard de Chardin avait une conscience écologique extrêmement avancée et qui rejoint évidemment des préoccupations d'aujourd'hui. D'abord, je l'ai dit, au cours de la croisière jaune, la contemplation de la nature, cet amour de la nature, de la vie, dans son intégralité, je crois, était une grande caractéristique de sa foi personnelle. Et pour lui, nous sommes la flèche pensante de l'évolution, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ça veut dire que nous ne sommes pas les humains en droit de dominer et de faire n'importe quoi avec notre environnement. Nous sommes les co-créateurs. Donc ça veut dire que oui, nous sommes là, oui, nous avons à agir sur l'environnement et c'est certain que nous avons fait des dégâts, mais nous avons aussi ce devoir de co-création, de poursuivre l'évolution en créant graduellement et en continu au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a toujours chez Teilhard, non pas une vue de déplorer les problèmes liés à l'environnement, liés à l'écologie. C'était pas tellement le sujet dans les années 40 ou 30, mais c'est beaucoup plus de dire, voilà, nous sommes la flèche pensante de l'évolution, ça veut dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'environnement et nous avons un rôle de co-créateur pour poursuivre l'évolution en créant au fur et à mesure. Je pense qu'en fait, Teilhard de Chardin aurait été extrêmement en ligne avec le pape François et l'écologie intégrale, hein, parce que on sent bien que la spiritualisation, la noosphère
intègre forcément l'humain, comme je disais tout à l'heure. Si l'humain se déshumanise pour des raisons technologiques, artificielles, tout ce qu'on veut, à ce moment-là, tout ça perd complètement de son sens, quoi. C'est terminé, fin de l'histoire, s'il n'y a plus d'humain. Donc, l'évolution, elle est intégrale, l'écologie est intégrale au sens qu'elle inclut tous les êtres humains, toute la nature, tous les êtres vivants et toute la planète par extension. Donc, on a je pense, chez le pape François et chez Teilhard de Chardin, cette idée que la conversion écologique, elle est à la fois individuelle et collective. Elle est collective au sens qu'il faudra continuer à co-créer, il faudra continuer par le progrès scientifique à trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Par exemple, les problèmes énergétiques et le réchauffement climatique, on en a beaucoup parlé dans les précédentes conférences. Donc là, on voit bien que ça dépasse l'individu, c'est des travaux et des décisions collectives qui devront être prises, mais également c'est au niveau individuel et personnel que la conversion doit opérer, non seulement dans des bonnes pratiques, des manières de faire, etc., consommer moins ou faire des choses comme ça, mais aussi une conversion dans le cœur de chacun qui permettra d'avoir une relation avec la vulnérabilité, avec la pauvreté, avec le monde en général, pour se retrouver à notre juste place et sans l'orgueil qui caractérise souvent les technophiles et les gourous des GAFAM. Hein. Donc, nous sommes là exactement en phase entre Laudato Si du pape François et, je crois, Teilhard de Chardin, par cette conversion qui est à la fois dans le cœur de chaque personne et aussi au niveau collectif avec des vraies décisions. Alors là où il y a divergence entre les deux, je crois, enfin une certaine divergence, c'est peut-être sur la notion de progrès où Teilhard de Chardin souhaite véritablement envisager et tester beaucoup de solutions et peut-être à une vue du progrès fait beaucoup plus confiance au progrès que ne le fait le pape François dans son encyclique. Donc là, il peut y avoir effectivement une différence entre les deux points de vue. Alors, autre lien avec notre actualité, c'est que Teilhard parle non pas de mondialisation, mais il parle de planétisation. Alors, c'est intéressant parce que la mondialisation a été beaucoup remise en cause pendant la pandémie et on veut revenir à de la production locale, beaucoup moins mondialisée, etc. Bon, voilà, donc toutes ces questions sont beaucoup de notre actualité et Teilhard a écrit des choses très intéressantes sur ces sujets, mais pour lui, la planétisation, ce n'est pas que la mondialisation telle qu'on la connaît. Finalement, la mondialisation, c'est des échanges de biens, d'argent, de données, de tas de choses. Donc, la planète arrive à échanger beaucoup plus entre tous les points du globe. Bon, la mondialisation, elle est économique et elle est aussi dans les flux qui s'échangent sur la planète. Donc ça c'est la mondialisation. Pour Teilhard, la planétisation, il emploie un autre mot pour dire que, évidemment, ça inclut tous ces flux qui existent, mais ça inclut aussi cette conscience collective, comme je le disais tout à l'heure, hein, ce début de noosphère qui est en train de se créer par-dessus la biosphère. Et donc, il y a un niveau spirituel de plus et on n'est pas uniquement au niveau des échanges de matière ou de données ou d'argent comme on peut le faire avec la mondialisation. Donc ça, c'est très important. Ceci dit, il a beaucoup écrit, donc c'est là qu'on revoit le côté visionnaire des choses,
autour de ces idées, parce qu'il a constaté une chose toute simple, hein, c'est de dire plus il y a d'habitants sur la planète Terre, plus on est proches les uns les autres. Il utilisait un mot qui est le serrage. Bon, pour dire que, évidemment, cette proximité entre nous fait qu'on est obligé de mettre des règles en place. Bon, si on est une petite ville au milieu de nulle part, bon, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de règles, on ne se gêne pas trop. Mais si on est rassemblé un grand nombre dans un petit espace, forcément, il faut de plus en plus de règles, il faut de plus en plus organiser les choses. Et donc, l'idée de Teilhard, c'est que nécessairement, ce serrage planétaire implique des règles, oui, mais aussi est le début de quelque chose de beaucoup plus puissant qui est cette union, cette unification de l'humanité qui se fera évidemment avec des temps longs, hein, à condition que l'évolution en sagesse se poursuive. Alors, vous voyez, quand on parle de migration aujourd'hui, qui peuvent faire peur sous certains aspects, hein, mais en même temps, on peut voir ou relire ces événements et relire ces phénomènes à la lueur de Teilhard en disant c'est finalement l'union de l'humanité qui est en marche, toutes ces migrations. Il va y avoir des moments difficiles, mais à la fin des fins, il se passe quelque chose. Qui est qu'on se connaît mieux, on communique mieux entre nous, on prend conscience de l'existence d'autres peuples, d'autres cultures, on apprend à interagir les uns avec les autres, et donc les migrations accélèrent aussi ou vont dans le sens aussi de cette unification progressive. Un autre point qui est très fort, je crois, chez Teilhard, c'est l'idée d'individualisation, parce que il y a l'idée chez Teilhard que chaque personne humaine a une valeur divine, donc forcément, chaque personne a une individualité et doit être respecté en tant qu'individu. Et donc, il n'est pas question d'aller vers l'uniformisation. Et quand on parle de planétisation, quand on parle de serrage planétaire, il ne s'agit pas de faire une espèce de grand magma de toute une population de gens qui se ressemblent tous. Vous savez, comme dans les films de science-fiction, on voit les gens tous habillés de la même manière, qui s'expriment un peu avec les mêmes mots, etc. Non, pas du tout. Hein. On n'est pas dans le meilleur des mondes. On est toujours, avec Teilhard, dans ce respect de la personne humaine, donc individualisation et pas d'uniformisation. Là aussi, on est en rupture avec le monde du numérique, hein, qui conduit néanmoins, à beau dire tout ce qu'on voudra, à une espèce de standardisation de la pensée des personnes. Et ça, c'est évidemment tout à fait à l'opposé, je crois, de la pensée de Teilhard de Chardin. Bon, après, on va avancer un petit peu. Les régimes politiques sont abordés par Teilhard de Chardin. Il condamne le communisme allant beaucoup trop loin dans la vue collective. Il condamne le fascisme, évidemment, qui restreint les libertés individuelles. Et donc, la seule voie, écrit-il, c'est la démocratie, une démocratie humaniste, c'est-à-dire qui met l'humain au centre, et spirituelle, c'est-à-dire qui favorise cette spiritualisation, comme je le disais tout à l'heure. Alors après, il y a aussi la question des crises, souvent abordée chez Teilhard de Chardin, et là, on voit que je suis sûr que ce qu'il a vécu au cours de cette Première Guerre mondiale a dû le marquer profondément, mais au lieu d'en sortir complètement blessé et déprimé à jamais, on voit chez lui cette capacité de rebond extraordinaire qui est de dire mais arrêtons de voir les crises uniquement sous l'angle négatif, il en sort toujours quelque chose.
il en sort toujours quelque chose de bon. Alors, après la Première Guerre mondiale, il en est sorti la Société des Nations, qui est devenue l'ONU. Après la Deuxième Guerre mondiale, il en est sorti les conventions de Genève, etc. Donc, oui, les crises, ce sont toujours des moments dramatiques à vivre, mais voilà, on les traverse et au-delà, après la crise, on devient plus fort parce qu'on a appris quelque chose, parce qu'il y a un rebond. Et c'est un peu malheureux, mais à chaque fois, ces espèces de craquements, de soubresauts dans l'histoire, hein, qui sont ces crises tout à fait dramatiques, eh bien, ces craquements, ces soubresauts finissent par revenir dans un état d'équilibre qui est meilleur que l'état précédent. Donc, il faut accepter que l'histoire procède par essai-erreur et qu'il y ait des moments dramatiques qui sont suivis de moments plus stables. On a connu la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale et grâce à l'Europe, à la démocratie, à tout ce qui a été mis en place. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Une telle période de paix en Europe, ça ne s'était jamais vu. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est procéder par essai-erreur, mais ne pas forcer l'histoire. Chaque fois qu'on a voulu forcer l'histoire, le communisme, le nazisme, pour soi-disant créer l'homme nouveau, la société nouvelle, etc., eh bien, on conduit à des catastrophes. Et puis, forcément, ces crises qu'on observe toujours à la loupe, et quand on est évidemment pris dedans, on en souffre, donc on ne voit plus que le côté négatif et on ne voit plus que le côté dramatique de la crise. Mais si on prend du recul, si on regarde une échelle de temps longue, alors on se rend compte effectivement qu'on sort des crises, que des progrès se font derrière les crises et que la dynamique se poursuit et que on a beau dire, eh bien, on va vers une forme d'unification, de pacification. Si vous avez une simple observation hein, qui a été faite maintes fois, hein, mais que je redis, c'est que le nombre de conflits, le nombre de guerres et le nombre de morts dans les conflits n'a jamais été aussi faible dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, évidemment, il reste des choses horribles, il reste du terrorisme, il reste des guerres, des conflits, etc. Tout ça continue, c'est vrai, mais si on regarde bien sur une grande échelle, ces choses arrivent en plus petit nombre et font moins de victimes que dans le passé. Donc, la vue est optimiste, hein, mais cette dynamique sur des échelles de temps longues permet de voir les choses avec plus de sérénité en comprenant donc que la dynamique va dans le bon sens, même si on vit un moment dramatique. Jean-Charles, il faut que tu remettes ton micro. Oui, effectivement, désolé. Ouais, donc, nous arrivons effectivement à la fin de cette deuxième partie sur l'actualité. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques réactions effectivement sur le chat. Alors déjà, Patrick Farfal, qui était déjà intervenu, nous rappelle qu'en chinois, crise est composée de deux mots, danger plus opportunité. Donc effectivement, c'est un petit peu ce que tu disais et on retrouve bien le yin et le yang. Hein. Il y a toujours les deux faces à une pièce. Donc effectivement, s'il y a un danger, il y a une opportunité, etc. Donc merci beaucoup. Il y avait deux autres commentaires, alors, mais auxquels tu as déjà quand même répondu. C'est Benoît Dubigeon qui mettait en exergue d'un côté, il y a cette évolution vers un homme meilleur, vers une humanité, vers un ultra-humain, et puis de l'autre côté, il y a le mal. Le mal qui, effectivement, apparaît à travers les crises. Et je crois que là encore, tu en as pas mal parlé. Et la vision de Teilhard par rapport au mal, alors elle n'est pas exhaustive, celle que tu as décrite, mais déjà, effectivement, c'était un premier point. Et il y avait aussi une question sur la temporalité du point oméga. On pourrait se poser, c'est un petit peu comme la temporalité du retour, de la parousie, en fait, si on fait je dirais le lien avec la religion chrétienne.
on sait qu'on a encore quelques milliards d'années devant nous, je dirais, en tout cas de la Terre et notre système solaire. Bon, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est suffisant pour arriver au point oméga? Alors, je pense que de ce côté-là, il y a notamment l'accélération, on parle aujourd'hui d'une accélération exponentielle, qui d'ailleurs est utilisée par les transhumanistes au niveau je veux dire, du point de singularité. Est-ce que tu as quelque chose sur le sujet? Est-ce que tu veux commenter cette notion de le point oméga, l'accélération d'ailleurs, effectivement, dont parle Teilhard, à proximité de l'humanité qui devient plus une conscience, alors ce côté, je dirais, jésuite, plus consciente de Dieu, et donc évidemment de Christ, en l'occurrence plutôt pour lui, et donc de l'accélération à un moment donné de cette convergence en fait. Oui, alors ça fait une très bonne transition avec la dernière partie, la manière dont tu as présenté les choses. Évidemment, on parle de temps long. Et une première objection qu'on a souvent entendue, c'est de dire oui, mais l'humanité peut se détruire. Peut-être dans quelques années, dans quelques décennies. Enfin, je veux dire, on a suffisamment d'armes nucléaires sur Terre où on peut se détruire la planète et l'environnement au point de ne plus pouvoir vivre sur Terre. Donc, effectivement, il y a un peu une espèce de difficulté à se dire que d'un côté, il y a cette évolution et cette idée optimiste de Teilhard de Chardin qui se dit que les choses vont évoluer, vont dans le bon sens et que nous rejoindrons, nous collectivement, l'humanité et toute la création, le point oméga. Et puis de l'autre côté, on voit qu'il y a des forces contraires qui peuvent tout à fait empêcher cette évolution de se poursuivre ou carrément la stopper à un moment donné. Bon. Alors, je crois qu'effectivement, on parle de temps très long. L'humanité n'en est finalement qu'à son enfance. Je crois qu'on a toujours tendance à croire qu'on a énormément développé de choses, donc on est à un stade adulte. Non, je crois que l'humanité est vraiment à son enfance et je ne sais pas ce que Teilhard aurait répondu, mais certainement qu'on a devant nous beaucoup plus de temps que ce que nous avons derrière nous. Donc ça, c'est une première manière de répondre. Une deuxième manière, c'est de dire qu'effectivement, les choses ne sont pas gagnées, au sens que l'évolution peut très bien se stopper et que nous n'arrivons peut-être jamais au point oméga collectivement. C'est possible. D'ailleurs, Teilhard en parle un peu, mais en fait, voilà, il a une espérance qui est plus forte que cela, en disant oui, il y a des risques, oui, il y a des dangers, oui, il y a des périls sur ce long chemin, mais il va se passer des choses qui nous permettent de voir que ça va aller dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un mouvement d'évolution, mais il y a aussi une force d'attraction. Vous voyez, c'est ça qui… Maintenant, si on passe dans la visio théologique, l'évolution, on la voit toujours comme un mouvement, une dynamique qui est lancée depuis le Big Bang, par exemple, et puis qui se poursuit, et puis etc. Et effectivement, elle est en danger. Il pourrait se passer des désastres. Mais Teilhard rajoute, oui, mais en même temps, elle est attirée par. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un point d'attraction qui est Christ, qui est le Christ. Et donc, on a un mouvement plus une attraction. Et l'un plus l'autre donne, je pense, peut nous donner une espérance dans le fait que ce point d'attraction, qui est en fait l'amour de Dieu pour toute l'humanité et toute la création, va, entre guillemets, compenser ou rééquilibrer ces forces du mal ou ces dangers, ces périls, ces risques qui se trouvent sur le chemin de la longue évolution. Voilà un petit peu un élément de réponse pour montrer qu'on peut être optimiste et garder l'espérance malgré tout. Et donc, alpha, Dieu créateur, oméga,
Dieu récapitulant, point de convergence de la création. Voilà, donc c'est pour ça que le mot oméga est utilisé, parce qu'évidemment c'est l'alpha et l'oméga. Et donc, en fait, dans la vision théologique, je crois, de Teilhard, bon, je ne suis pas un théologien moi-même, je ne connais pas tous les détails, mais moi, ce qui m'a frappé en le lisant, c'est l'importance qu'il donne à la notion de divinisation. Hein. Et la création est appelée à se récapituler en Dieu, à retourner à Dieu. Et donc, je pense qu'on a peut-être, justement, dans l'histoire de l'Église, on a peut-être trop parlé. Il y a toujours les deux éléments, divinisation et rédemption. Mais peut-être que dans le passé, on a plus mis le projecteur sur la notion de rédemption. Et Teilhard a dit, oui, bien sûr, la rédemption, bien sûr, indispensable. On ne peut pas rejoindre Dieu si on est impur. Mais également divinisation. Et donc, ceci donne un sens, donne une orientation à nos vies, et non seulement individuelle, mais collective, à toute l'humanité qui évolue et qui rejoindra Dieu dans sa divinité. Voilà, donc c'est ça le point, enfin, il me semble, hein, je prends des risques évidemment là, le point central, je pense, est cette idée de divinisation qui est très cohérente avec toujours cette vue évolutive du monde. Alors, ce qui veut dire que, et là je réponds à la question de Benoît, le péché existe, le mal existe dans le monde, mais il n'est pas originel dans le même sens que ce que la Bible nous dit. Il est originel dans le fait qu'il est en chacun de nous, par le fait que nous sommes des êtres vivants, sociaux. Donc, nous sommes bons, nous sommes créés bons par Dieu, bien entendu, mais dès l'instant que nous nous mettons à vivre en société, eh bien, par la force des choses, par l'instinct de conservation, par le fait que nous vivons et que nous devons défendre nos intérêts, par le fait que ceci, cela, il y a des tentations, etc., nous avons évidemment ce penchant au mal qui s'installe en nous dès le début de notre vie. Voilà, je pense, les quatre idées principales de la théologie de Teilhard. Le point d'attraction qui est Jésus-Christ, qui nous conduit à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui est créateur et point de récapitulation, la divinisation qui rééquilibre excusez le terme, enfin, qui rééquilibre avec la rédemption, et puis le péché originel qui n'est pas daté dans l'histoire de l'humanité. Voilà, alors en 4 points, pour résumer la vision théologique de Teilhard, je suis sûr que les spécialistes doivent être outrés par cette simplification extrême, et je dois dire aussi une chose, et là aussi je réponds à une question de tout à l'heure, c'est que oui, il y a eu une période d'incompréhension entre l'Église et Teilhard de Chardin, à tel point qu'en 1962, le pape a lancé un monitum. Un monitum est tout simplement une lettre qui va dans tous les monastères, dans toutes les écoles chrétiennes pour dire vous ne devez pas enseigner, vous ne devez pas lire Teilhard de Chardin. Et donc, il y a quand même toujours ce monitum qui continue à exister. Hein. Il n'a pas été annulé par les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, donc il continue à exister. Mais dans leurs écrits, dans leurs discours, les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont très souvent fait référence à Teilhard de Chardin, et aujourd'hui on peut dire qu'il y a réconciliation entre l'Église et Teilhard, parce que je crois qu'il a été visionnaire également dans sa théologie. Ces 4 idées que je viens de dire là,
était dans les années, ben, vous voyez, il est mort en 55, donc avant Vatican II, hein, étaient des idées difficiles à accepter, à comprendre, à assimiler, je crois, pour l'Église. Et donc, beaucoup de gens ont trouvé qu'il minimisait l'importance du péché. Et je crois que ça a été un des gros reproches qu'on lui a fait, c'est qu'avec cette idée de divinisation et le péché originel qui n'est pas daté, eh bien finalement, ça minimise le péché. Je ne crois pas que c'était du tout son intention, mais pas du tout. C'était simplement de faire un rééquilibrage, comme je disais, entre rédemption et divinisation. Voilà. Je peux ajouter quand même une dernière chose, c'est que malgré toutes ces difficultés avec sa hiérarchie, parce qu'il a été quand même, on lui a dit à un moment, bah, écoutez, restez en Chine, c'est quand même mieux pour tout le monde et vous n'avez pas le droit de publier autre chose que des essais scientifiques. Vos pensées théologiques, vous ne les publiez pas. Donc ça a été extrêmement dur à vivre pour lui. J'ai lu des lettres dans lesquelles il s'en plaignait beaucoup, mais malgré tout, il est resté fidèle à l'Église, il est resté fidèle au Christ. Et je pense que ça, c'est une très très belle leçon de dire que les grandes difficultés, il a réussi à les gérer, il a réussi à les traverser. Et aujourd'hui, ben, sa pensée est beaucoup plus connue, beaucoup plus appréciée dans l'Église et en dehors de l'Église. Merci. Je pense qu'effectivement, nous avons pas mal avancé. Il est 20h05. Tu as traité effectivement sa vision théologique en 4 points. Peut-être peux-tu aussi nous parler un petit peu donc, au quotidien finalement, pour l'individu, en quoi finalement cette pensée de Teilhard peut nous aider. En fait, quand il s'adresse aux personnes, finalement, bon, il y a la morale chrétienne, on ne pourrait pas parler de morale de Teilhard, mais en fait, finalement, qu'est-ce que dans sa pensée, dans ses écrits, on peut utiliser pour au quotidien justement nous améliorer, aller vers cet ultra-humain, puisqu'en fait, au bout du compte, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, voilà, on évolue, mais justement, ne soyons pas passifs. Au contraire, notre mission, c'est d'évoluer le plus vite possible, entre guillemets. C'est à tout un chacun de faire en sorte qu'il évolue vers cet homme plus supra, plus haut, en avant, plus en avant, plus haut. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, si je peux, hein, je vais. Il me semble qu'il y a quelques idées importantes pour nous aujourd'hui, 2021. La première chose, c'est que aller à Dieu, c'est une rencontre. Donc, encore une fois, on est dans le personnalisme. Alors, le mot personnalisme, il l'a utilisé souvent. C'est pas tout à fait le personnalisme qu'on trouve par ailleurs chez Emmanuel Mounier, etc. Enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est que nous sommes des personnes et donc la rencontre avec Jésus-Christ est l'essentiel pour nous mettre en chemin et nous conduire à Dieu. Donc, première idée, c'est toujours cette idée, elle est très actuelle dans l'Église, hein, cette rencontre de personne à personne, de cœur à cœur. La deuxième idée, c'est que finalement, nous sommes à prendre des décisions au jour le jour et on peut s'inspirer de cette pensée de Teilhard de Chardin en se disant, chaque fois que je prends une micro-décision dans ma vie de tous les jours, est-ce que c'est une décision qui fait grandir en humanité ? Donc, qui va dans le sens de l'humanisation, qui va dans le sens d'un progrès vers la noosphère, ou est-ce que je choisis la division, le clivage, la séparation, donc le mal? Et voilà, donc je pense que là, il y a une idée, est-ce que je fais grandir en humanité? Est-ce que je fais grandir en spiritualité? Est-ce que j'aide à l'unification? Ou est-ce que je participe à la division et la séparation au sens de la Bible. Troisième idée, c'est que
on est tous co-créateurs, comme on disait tout à l'heure. Donc, l'effort individuel est indispensable pour construire cette œuvre collective. C'est-à-dire, la noosphère, elle ne va pas se faire tout seul. Oui, il y a la force d'attraction, l'amour de Dieu, mais ça ne va pas se faire tout seul. On a tous un rôle à jouer, et donc il faut utiliser nos talents, utiliser nos capacités au maximum pour aider à parachever la création, à co-créer et ainsi à construire cette œuvre collective qui est la noosphère et qui nous amène au point oméga. Donc ça, c'est une troisième idée, je pense, assez importante dans la vie de tous les jours. On n'est pas dans l'esprit des survivalistes qui cherchent à s'extraire de la société et puis à survivre dans un coin. On n'est pas non plus chez les déclinistes ou les catastrophistes qui veulent retourner à l'âge des cavernes. On est au contraire dans un appel à continuer le progrès, à co-construire pour trouver des solutions, pour faire progresser, pas seulement sur le plan scientifique et technique, mais aussi faire grandir en humanité, en spiritualité. Et puis, je dirais, la dernière chose, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, évidemment, sur ce sujet, mais c'est qu'on traverse tous des épreuves dans la vie. On traverse en ce moment collectivement la fameuse pandémie, et je pense que là se trouve un élément d'espérance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se lamenter et de se dire que tout est foutu et de déprimer. Il s'agit, si on suit un petit peu la philosophie de Teilhard de Chardin, c'est de se dire, après la crise, il y aura quelque chose de mieux. Donc, gardons l'espérance, travaillons pour qu'elle advienne, cette après-crise meilleure, il en sortira des bonnes choses. Et je pense qu'en ce moment, nous vivons une pandémie qui est terrible, qui est mondiale, et tout ça, peut-être, il en sortira un certain nombre de choses. On dit souvent il y aura un avant, il y a un avant, il y aura un après. Bon, on a tous entendu 36 théories, 36 idées là-dessus, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, gardons l'espérance, travaillons pour aller dans la sortie de crise la plus positive possible et pour que les meilleures choses restent et que les moins bonnes choses disparaissent. Donc, c'est là qu'on passe de la vue, je dirais, micro, le nez dans le guidon qui focalise sur le drame d'aujourd'hui, à une prise de recul qui permet d'envisager un après-crise et qui permet de garder l'espérance, parce que de ces crises sortiront des choses positives, lesquelles choses positives permettront à l'humanité de s'unifier plus et ainsi de faire un petit progrès vers le point oméga. Voilà un peu, je crois, la notion clé, je dirais, pour la personne de 2021, c'est finalement ce regain d'espérance que Teilhard nous donne en ayant une prise de recul, une vue long terme et en se sentant co-créateur au service du projet de Dieu. Merci. Je regardais toujours les questions. Alors, nous avons une note qui nous rappelle que l'âge de l'univers, Teilhardien de la première heure disait donc Combalusier, je ne connais pas, Teilhardien de la première heure, disait que l'humanité avait à peu près 13 ans. Ça, c'est pour répondre sur la notion de temps. Je vous remercie. Alors, peut-être y a-t-il, donc nous arrivons à la fin, il est 20h15, 20h13, peut-être y a-t-il des questions, ou les gens veulent-ils intervenir sur, maintenant, nous avons vu finalement les trois grands aspects, la vision scientifique, l'actualité de cette vision, sa vision théologique, sa vision du Christ, Christ universel, et l'actualité d'ailleurs de cette vision. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir ? Non, silence, tout était très clair. Oui, je veux bien intervenir. Bernard Goujon, vous m'entendez? Oui, tout à fait, Bernard.
Bonsoir et merci pour cette conférence. Là aussi, c'est dans ces actions qu'on se retrouve un petit peu tous ensemble. Et c'est toujours très, très bénéfique dans le contexte qu'on est. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais reprendre le mécanisme de l'évolution et de l'attraction. Parce qu'on a toujours une vision très de l'écoulement du temps, c'est-à-dire d'un point alpha qui commence et d'un point oméga qui termine. Mais je pense que, d'une certaine façon, est-ce que le tandem, le couple évolution-attraction, c'est quelque chose qui, à mon avis, fonctionne à chaque seconde. C'est-à-dire que ce n'est pas un début, une fin, mais c'est un mécanisme, à mon avis, qui est toujours présent autant dans l'intérieur de nos vies que dans l'extérieur. Je pense que… Merci. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de dépasser le temps et l'espace pour retrouver des choses qui fonctionnent dans la vie courante, quoi? Enfin, je ne sais pas si j'ai du mal à m'exprimer. Mais… Je crois que Teilhard a dit l'évolution, finalement, c'est la vision dans l'espace-temps de la création perpétuelle. Voilà. Je crois bien que c'est lui. Hein. Et donc, oui, et dans la religion chrétienne, on a aussi cette notion je dirais, de création constante. Effectivement, il n'y a pas une création qui a commencé avec le Big Bang et puis qui évolue. En fait, la création est constante. Mais notre vision finalement, dans l'espace-temps, fait qu'on a l'impression qu'elle s'étale. Voilà. Et je pense que du coup, l'attraction est très importante parce que moi, je sais que dans mon métier de compositeur ou d'artiste, il y a des moments où j'ai pu écrire des choses qui me dépassaient moi-même. Donc, pour moi, c'est ça l'attraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est un peu toujours disons l'erreur humaine, c'est une certaine prétention à être Dieu, quoi. Alors que si on laisse parler en nous, dans la vie de tous les jours, dans notre métier, etc., il nous invite, il nous attire vers ce qu'il faut qu'on aille. Mais je pense que nous, on n'est pas forcément capable de savoir où on doit aller. Alors, dans cette force d'attraction, là aussi, Teilhard disait qu'il y a des gens qui la sentent plus ou moins, et notamment que les mystiques, ou que les poètes, ou que effectivement, les artistes avaient peut-être quelque part une sensibilité qui faisait qu'ils sentaient plus cette force d'attraction mystique que les autres. Et que, effectivement, dans l'évolution et dans l'approche du point oméga, cette pression ou cette attraction sera de plus en plus forte et que peut-être qu'on commencera à plus la partager et qu'aujourd'hui, seuls quelques privilégiés, entre guillemets, comme les grands mystiques ou encore une fois les artistes, ont des moments où ils partagent complètement cette attraction. Oui, ceci dit, cette présence. Je pense qu'il y a des mathématiciens qui cherchant une solution mathématique, ont à un moment donné cette révélation, ce sentiment d'être dépassé, et à un moment donné, ils trouvent la solution qu'ils cherchent. Et il y a une sorte de sentiment mystique dans le fait de trouver la réponse à leur équation, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis assez sensible à ce que vous dites. Hein. C'est peut-être difficile pour certaines personnes de ressentir ce que vous dites, parce qu'en fait, il faut être un peu créateur soi-même, quelle que soit la discipline dans laquelle on se trouve. Mais peut-être que c'est là un peu un des nœuds de la vie humaine, finalement, c'est d'arriver à ressentir ce qui nous pousse et ce qui nous attire devant, quoi. Ce qui nous pousse derrière, ce qui nous attire devant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ben, je laisse la parole. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres oui, je voudrais dire quelque chose, si possible. Oui, bien sûr.
Bonsoir, merci beaucoup de toutes ces réponses très très intéressantes. Il y a un élément sur lequel Bruno est intervenu tout à l'heure qui me gêne un petit peu. Il a dit, sauf erreur, que tout ça, toute cette évolution pouvait conduire vers un échec. On ne pouvait pas écarter ça. Est-ce qu'on peut élaborer un petit peu sur cet aspect? Oui. Qui est quand même... Oui, c'est un point super important parce que, en fait, moi, j'ai lu un texte de Teilhard disant qu'effectivement, il envisage que ça soit l'échec. Mais, je le dis avec mes mots, mais en fait, on a l'impression qu'il dit la probabilité pour que ce soit l'échec est quand même très faible. Bon, parce que justement, il y a cette attraction et que le projet de Dieu n'est pas un échec, une évolution qui s'interromprait rapidement, mais qu'il y a ce chemin qui va se poursuivre. C'est l'impression que j'ai. Après, il dit une autre chose, il dit finalement, si une petite partie de la population tourne le dos à cette récapitulation en Dieu, c'est-à-dire la refuse, bon, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Ben, on a toujours pensé qu'il y aurait des gens en enfer. Donc, en fait, l'idée, c'est que s'il y a une petite proportion de la population qui refuse cette évolution, qui tourne le dos à Dieu, eh bien, tant pis. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une majorité. Donc voilà, c'est assez difficile de répondre. Il y a possibilité d'échec, mais elle est de probabilité très faible. Et il y a possibilité qu'une petite partie de la population refuse de rejoindre Dieu, auquel cas, ces gens-là se trouveront dans un état qu'on appelle communément l'enfer. Par rapport à l'écologie intégrale, la vraie crise, c'est peut-être pas celle de la Covid-19, mais c'est la crise écologique qui peut conduire à des perspectives très très sombres pour la planète et pour l'humanité. Donc, un des scénarios qu'on peut imaginer, c'est que très grande partie de l'humanité soit détruite par les phénomènes climatiques et autres qui ne sont pas du tout combattus pour l'instant et que simplement une très faible partie de l'humanité arrive à s'en sortir grâce à leur intelligence, leur fortune, etc. Ce serait un des cas d'échec. Ce serait un cas d'échec. Et c'est pour ça qu'on ajoute juste après, travaillons, faisons confiance en le progrès et la science pour trouver des solutions et il ne faut pas rester inactif face à tout ça. Il est encore temps de faire ce travail au sens collectif avec aussi peut-être un certain nombre de régulations mondiales, de choses qui devraient se passer, qui devraient se mettre en place et de l'autre côté, conversion individuelle pour que l'un plus l'autre puisse permettre d'éviter l'échec. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a encore des réactions. Il y avait différentes réactions. Donc, nous arrivons à la fin. Alors, peut-être, Bruno, je te les soumets. Il y a une question de Didier Brocard qui dit: est-ce que la vie dans l'esprit n'est pas la sensibilité à cette attraction? Nous avons parlé d'attraction du Christ. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça? Est-ce que tu... Oui, je veux bien dire un mot là-dessus parce qu'il y a un élément sur lequel j'ai sauté à pieds joints parce que je voyais l'heure tourner. C'est la notion de milieu divin dans lequel nous vivons. Donc, Teilhard a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le milieu divin, qui donne cette idée que nous vivons dans un environnement, dans un milieu, donc
qui a été conçu par Dieu et qui fait que nous sommes sensibles à la relation à Dieu. Et donc, notre spiritualité, à moins qu'on l'empêche, hein, à moins qu'on volontairement on l'enferme, notre spiritualité ne demande que cela, à vivre en relation avec les autres, avec l'humanité, avec la création et avec Dieu. Donc il y a quelque chose dans le milieu divin qui pourrait peut-être être une réponse ou un élément pour répondre à cette question. Merci. Je crois qu'il va falloir passer à la conclusion. Il y avait un commentaire, alors ce n'est pas une question, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait de réponse, mais une remarque de Michel Ibal qui rappelait que le texte, effectivement, de Teilhard, qui est La Messe sur le monde, qui est un très, très beau texte, n'a pas forcément reçu tout l'écho qu'on aurait pu espérer au niveau de l'Église, mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse particulière à donner à ça. C'est effectivement simplement la Messe sur le monde reste effectivement un écrit, tu parlais de milieu divin, qui est effectivement assez fulgurant. Maintenant, veux-tu, justement, nous arrivons au terme de cette séance, veux-tu conclure ? Tout à fait. Alors, je ne vais pas conclure moi-même. Je voulais, pour conclure, donner cette citation de Teilhard qui me semble récapituler tout ce qui a été dit, qui est extrait d'un livre qui s'appelle « Comment je crois » de 1934. Donc, je crois que l'univers est une évolution. Donc, c'est comme ça que Jean-Charles a introduit la conférence. Je crois que l'évolution va vers l'esprit. Je crois que l'esprit s'achève en du personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Voilà. Donc, je pense que là, tout est dit, et c'est pour ça que je ne me permettrai pas de paraphraser une si magnifique citation qui résume tout. Autre élément qui résume tout, entre guillemets, c'est cette médaille qu'il a gravée lui-même avec ce sous-titre « Tout ce qui monte converge ». Et je crois qu'il faut le comprendre également dans le sens que tout ce qui unit élève. Je crois que c'est une phrase de Charles Péguy et voilà, je pense qu'on peut garder en tête la citation et cette idée, tout ce qui monte converge et tout ce qui unit élève. Donc c'est un mouvement double d'unification, convergence, élévation, qui est en fait ce mouvement de spiritualisation dont il a parlé. On a parlé de bibliographie, donc évidemment le phénomène humain, qui est le livre de référence pour toute sa pensée, je dirais, scientifique et la vision du monde, hein, puis le milieu divin et la Messe sur le monde. Voilà les trois écrits à recommander pour ceux qui veulent, et j'espère qu'ils seront nombreux, qui veulent approfondir la pensée de Teilhard de Chardin. Sinon, il existe d'autres livres plus actuels et plus faciles. Un sens à ma vie de Chantal Amouroux, 2018, vous voyez, c'est récent. Et un gros livre de référence aussi, Teilhard de Chardin, de Gérard Donadieu, également récent, 2018. Et puis, je signale la revue Noosphère de l'Association des Amis de Teilhard de Chardin. Pour Jean-Charles, qui va... Je te remercie. Eh bien voilà, je crois que nous arrivons il est 20h28, donc timing respecté. Alors, plusieurs personnes ont demandé s'il était possible d'avoir ta présentation, Bruno, qu'ils ont trouvé particulièrement riche et synthétique. Donc, vous avez l'email sur le slide, là. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous l'enverrai bien volontiers, il n'y a aucun problème. Voilà. Benoît, tu voulais dire un mot de conclusion également? Voilà, écoutez, d'abord un grand merci, Jean-Charles et Bruno, pour cette conférence. Je m'adresse à vous deux et je vous dis merci au nom de tous les participants qui ont été jusqu'à 82. Vraiment une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous indiquer deux choses. D'abord,
l'année prochaine, il y aura donc une 4e année sur l'écologie intégrale. Nous n'avons pas encore bâti le programme ni fixé les dates, mais nous allons le faire la semaine prochaine, je crois. Et donc, nous vous tiendrons au courant des différents séminaires qui auront lieu l'an prochain, ils seront sans doute au nombre de 5, et des dates qui seront fixées. Et puis par ailleurs, à la Clarté-Dieu, le samedi 5 juin, je vous l'ai mis en message à tout le monde, nous organisons une halte spirituelle sur l'écologie intégrale et en particulier sur la permaculture avec Hervé Covès, qui est d'ailleurs un laïc franciscain, mais un laïc qui est un ingénieur INRA qui s'est beaucoup converti à la permaculture et qui forme énormément de personnes dans ce domaine et qui va nous faire une journée découverte, initiation de la permaculture. Il se trouve que l'été dernier, j'ai démarré 2 buts de permaculture en aval de notre lac, donc bien alimenté en eau, et donc nous serons sur place, nous mettrons des bottes s'il pleut et un t-shirt s'il fait beau, et si bien sûr les conditions sanitaires le permettent, qui pour le moment n'est pas encore très sûr. Voilà, donc vous êtes tous invités à venir à cette journée, auquel cas il faut téléphoner au secrétariat de la Clarté-Dieu. Vous trouverez le numéro sur le site internet de la Clarté-Dieu. Ou envoyer un email, hein, comme je vous le disais en introduction, les personnes qui veulent être informées des activités autour du centre Teilhard de Chardin et Clarté-Dieu, n'hésitez pas à envoyer un email et on vous mettra dans notre fichier et vous recevrez automatiquement les invitations à l'avenir. Merci à tous, merci de votre participation et très bonne soirée. À bientôt. Merci.